D'abord, je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez pour qu'on puisse s'exprimer sur la vie politique de notre pays. Le 73e anniversaire, je l'ai suivi les festivités à la télé. Comme vous l'avez dit, c'était vaste. Mais moi, je m'interroge. Je me pose des questions. Est-ce que ça vaut le coup d'organiser de tels événements qui coûtent certainement des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards, alors qu'au fond, la fête qu'on organise pour l'indépendance n'est pas tellement justifiée. Dans la mesure où l'indépendance elle-même n'est pas prouvée. Il faut vraiment se poser cette question, est-ce qu'on est vraiment indépendant? Si sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan militaire, nous n'avons aucune indépendance. Paix à son âme, le maréchal du Tchad disait que les constitutions du Tchad, c'est d'autres États qui les rédigeaient. On est en 2021 quand il disait ça, je pense en 2020. 2020. 60 ans après l'indépendance, peut-être. Et ça prouve la suffisance qu'on fête une fête qui n'est en réalité pas justifiée. Moi, je pense qu'il faut beaucoup travailler pour assurer cette indépendance. Il faut développer le pays d'abord. Il faut être autosuffisant sur le plan alimentaire. Il faut être autosuffisant sur le plan économique. Aujourd'hui, sans l'aide extérieure qui est dictée par les partenaires que vous connaissez, on ne peut même pas boucler le budget. Donc, vraiment, il y a du travail à faire. D'accord. Bon, j'ai suivi le discours du président de la transition. Je suis d'accord quand même sur certains points. Quand il dit que le Tchad est confronté à des défis majeurs sur le plan économique, sécuritaire, social, humanitaire. Ça, c'est vrai. Et quand il appelle à l'unité nationale pour faire face à ces défis, c'est aussi exact. Mais le problème, c'est de savoir pourquoi autant de défis. C'est vrai, il y a des facteurs exogènes, comme la crise en Libye, la aussi au Soudan, les problèmes humanitaires que ces crises nous infligent. Mais en réalité, il y a d'autres facteurs endogènes qui font que nous sommes confrontés à des problèmes majeurs. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qui s'est fait ici ou là, mais il faut se dire que la malgouvernance est vraiment le problème, ou en tout cas la source de tous nos problèmes. Il a cité le conflit arabe-américain, c'est la malgouvernance. Des injustices, des inégalités, tout ça, ça entraîne de l'insécurité, ça entraîne des conflits, ça entraîne de la pauvreté, qui elle-même entraîne encore des problèmes, et ainsi de suite. Donc, sur ce, nous sommes vraiment d'accord avec lui, mais les causes, les véritables causes, peut-être ne sont pas vues de la même façon. Il a parlé aussi de l'unité nationale, de la nécessité que les Tchadiens s'unissent pour faire face à tous ces problèmes-là. Mais cette unité dépend aussi de gens qui gouvernent ce pays. Si on conçoit tout dans l'exclusivité, si une minorité s'arroge le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif,
comment on peut être dans l'unité? C'est pas possible. Aujourd'hui, on est en train de faire la politique de l'Autriche. Nous savons très bien que le pays est divisé. On frôle même la guerre civile. Parce que les autorités sont en train de prendre des mesures qui ne sont pas. Ils ne peuvent pas appeler à l'unité. Donc, là, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. C'est vrai, il faut l'unité. Sans l'unité, on ne peut pas traiter tous ces problèmes de la cité. Mais pour réaliser l'unité, c'est vraiment un autre comportement. Il a parlé aussi de la transition qui serait sur de bonnes rails. Là aussi, c'est quand même, c'est pas c'est une autre analyse, mais nous sommes convaincus que la transition est en train de dérailler complètement. Toutes les institutions qui ont été mises en place après le dialogue, peut-être qu'on en parlera après sur le dialogue, ont été vraiment un échec. Vous avez vu comment le CONAREC a été conçu, organisé et implémenté sur le terrain, mais que les gens ont totalement rejeté. Le recensement connaît beaucoup de difficultés et je suis sûr que ça ne va pas donner des résultats. Comprendre que nous sommes très dynamiques en matière de propositions. Au niveau du dialogue, nous avons fait vraiment des propositions pour qu'on puisse participer tous vraiment au processus de changement. Tout a été rejeté. Et donc, dans ces conditions, nous ne pouvons pas participer aux institutions qui découlaient du dialogue. Je vais vous donner quelques exemples. L'Assemblée nationale. Pour nous, notre proposition, d'abord, elle doit avoir une certaine souveraineté. Comme en 1996, pour avoir une certaine souveraineté, il faut que c'est le dialogue qui les lie. Or, ils sont tous décrétés. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous, URT, là, on est prêt à aller se faire décréter membre de l'Assemblée nationale pour voter des lois? Non. C'est pas possible. Le gouvernement, au lieu de mettre en place un gouvernement neutre, un gouvernement de mission, centré, dont les activités sont centrées sur l'organisation de la transition des élections, n'est-ce pas, apaisées, on se retrouve avec un gouvernement de remerciement. Les mêmes qui étaient au CODNI, ils se sont retrouvés à Doha, ils se sont retrouvés au dialogue, au présidium, ils se retrouvent au CNT, au gouvernement, et j'en passe. Est-ce que nous sommes prêts à participer à ces institutions? Mais participer, cela veut dire quoi? Participer, cela veut dire quoi? Parce que les gens posent énormément de questions sur ces faits-là, de ne pas participer ou participer. Mais non. Quand on participe, c'est pour faire valoir des idées. Ce n'est pas pour aller prendre un salaire ou bien, je ne sais pas, occuper un bureau. Mais si en face, on organise les choses de telle manière à ce que tu participes, tu valides leur stratégie. En contrepartie, c'est le petit salaire qu'on te donne ou bien la petite fonction que tu occupes. Si c'est pour ça, nous ne sommes pas prêts à y participer. Nous sommes là pour apporter un changement. Si le processus est bâti de telle manière, en amont, à afficher une certaine transparence, inclusivité, qui peut être jugé crédible, qui peut nous apporter un changement, nous sommes prêts à y aller. Mais si c'est pour faire le nombre, ou je ne sais pas, les petits intérêts individuels, nous ne sommes pas d'accord. Donc nous ne sommes pas pour une politique de la chaise vide, nous sommes vraiment pour l'inclusivité et la transparence. Ce qui nous importe le plus, c'est ça. Il faut que le système soit organisé, que ce soit le gouvernement qui est
censé être l'organisateur des élections, avec toutes les institutions électorales comme Bureau permanent des élections, CENI et autres, qui peuvent influer sur les élections, doivent être conçues de manière transparente, inclusive, crédible. Si tel est le cas, nous ne sommes pas là. Et c'est ce qu'on recommande d'ailleurs. Nous sommes des démocrates, nous sommes contre les coups d'État. Que ce soit ici au Tchad ou ailleurs, nous sommes contre les coups d'État. Il faut que le pouvoir soit acquis de manière démocratique par les autres. Donc ce qui s'est passé au Niger, c'est inacceptable. Mais je veux faire quand même un parallèle avec la CEDEAO et la CEEAC. Là-bas, les autorités de la CEDEAO sont fortement impliquées dans la résolution de la crise au Niger. Et vous avez vu les décisions, on reviendra peut-être sur l'opportunité de ces décisions ou pas, mais ces autorités sont fortement impliquées et on sent qu'il y a une certaine unanimité, en tout cas cohésion, d'une institution sous-régionale qui a des capacités militaires, qui a des capacités économiques, ainsi de suite. Mais ici, dans notre zone, vous avez vu ce que fait la CEAC, ça n'existe même pas. Vous avez vu ce que Tshisekedi, qui est censé être le médiateur, est venu faire ici. C'est vraiment entre jour et nuit. Voilà. Maintenant, quant à l'opportunité des actions militaires que la CEDEAO veut mener au Niger, là nous sommes contre. Pour dire qu'il faut que ça soit le dialogue. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on préconise aussi le dialogue chez nous ici. Toujours on dit le dialogue. Les armes ne sont pas des solutions. Donc, nous appelons vraiment nos frères ouest-africains à la retenue, à la négociation. C'est vrai, à un certain moment, il faut mettre la pression, mais il doit faire tout pour ne pas arriver à la guerre. Vous avez déjà ce qui se passe au Soudan. Initialement, moi je pense que l'opinion internationale, sous-régionale, avec l'IGAD et autres, ont failli. Parce qu'ils ont toléré le coup d'État. Ils ont laissé s'empirer la crise entre les deux généraux. Et maintenant, ils veulent trouver des solutions, mais ça sera trop tard. C'est parti pour des années. On aurait pu, à un moindre coût, imposer des négociations, un dialogue qui aurait pu trouver des solutions. Et c'est pareil pour notre pays. Je crains, vraiment je crains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes contre le pays. Mais je crains que si on continue avec ce processus qui n'est pas du tout inclusif, avec cette façon de réprimander les populations, avec cette façon de gouverner, nous sommes sûrs et certains que ça va aboutir à des crises post-électorales, à des conflits ethniques, peut-être même des conflits régionaux, des provinciaux entre les provinces, ou je ne sais pas, le nord-sud, tout ça. Ça, c'est de la réalité, il ne faut pas s'en cacher. Il faut que nos autorités nous évitent vraiment ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe au Niger. Et nous sommes prêts à aider avec nos idées. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons seulement la transparence des choses. La transparence, l'inclusivité. Si vraiment les gens veulent sauver le Tchad, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Et il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit sincère. Si c'est des solutions militaires, ce n'est pas des solutions faciles. Il faut que les négociations reprennent. C'est vrai, ils peuvent maintenir la pression, c'est certes. Mais
jamais recourir aux armes. Ça va être catastrophique, non seulement pour le Niger, mais pour les pays voisins eux-mêmes. N'oubliez pas, le Niger, il est voisin au Mali, il est voisin au Burkina, il est voisin au Nigeria, il est voisin au Tchad, il est voisin à la Libye et même l'Algérie. Tous ces pays voisins-là, il y a des forces terroristes, des djihadistes, Boko Haram et autres qui agissent de part et d'autre des frontières. Et donc, si aujourd'hui la guerre éclate au Niger, je suis sûr et certain que d'abord il y aura une dislocation de l'appareil militaire nigérien. Vous avez vu déjà les Touaregs ont commencé à remettre leur rébellion en place. Il y aura les djihadistes qui vont intervenir, les forces CEDEAO qui vont intervenir, mais ça deviendra la Libye. Ouais. Et les conséquences pour le Tchad sont énormes. Hein. N'oubliez pas, nous avons seulement 3 voies de ravitaillement. Il y a le port Soudan, il y a Douala et le Bénin, à travers le Niger. Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres pour estimer, mais je suis sûr et certain que minimum 10 à 15% de notre commerce transite par cette voie-là. Aujourd'hui, pour le cas du port Soudan, tout est arrêté. À l'est du pays, j'en reviens là-bas, le sac de sucre qui coûtait, je pense que c'était 30 000, au maximum 30 000. Aujourd'hui, on est à 65 000 francs le sac. 65 000 francs le sac de sucre. C'est vraiment regrettable. Pour moi, c'est vraiment. Il faut qu'on se préoccupe de la situation du Tchad. Il était temps. Il est temps vraiment de se pencher sur l'avenir de notre pays. Il ne faut pas qu'on fasse la politique de l'Autriche. Les problèmes sont là. Les défis sont majeurs. Le PT l'a dit, le président de la transition l'a dit, et il avait raison. Et il faut se mettre dès maintenant à trouver les solutions. Les solutions sont très simples. La première des choses, c'est de se convaincre qu'on n'a pas encore trouvé des solutions au dialogue pour nos problèmes. Aucun problème n'a été résolu par le dialogue ou par les dénisses ou par les résolutions du dénisme. Il faut d'abord s'asseoir à nouveau. Il faut un dialogue politique à minimum. C'est ce que le GK, le groupe de concertation des affaires politiques, dont URT est membre, est en train de prôner. Il nous faut absolument s'asseoir à nouveau. Le président a dit dans son discours, et il l'a répété plusieurs fois, même avant, que la politique de la main tendue demeure. La main tendue demeure tendue. Par conséquent, on appelle les plus hautes autorités à initier un dialogue politique à minimum. Depuis hier, avant-hier, je ne sais pas, on entend parler encore de bruit de vote au nord. Il faut qu'on cesse vraiment définitivement avec les armes. Il faut qu'on assoie un dialogue politique à minima qui va regrouper d'une part les autorités de la transition avec tous leurs supporters et de l'autre part l'opposition qui ne participe pas à la transition ou bien au CNT ou bien au CONAREC ou bien au CNCP ou bien au gouvernement ainsi de suite. Donc il y a 2 camps bien identifiés aujourd'hui. Ce sont ces 2 camps-là qui doivent s'asseoir et discuter. Ce n'est pas un dialogue du type Denis, où il faut prendre des mois, où il faut dépenser des milliards. Il n'y a rien à dépenser, il faut le faire maximum en une semaine. Mais ça va se discuter là-bas avec des sujets vraiment pertinents. Il faut un gouvernement neutre. Aujourd'hui, ce qui se fait là prouve à suffisance que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de remerciement. C'est un gouvernement qui est totalement acquis à un camp et il ne peut jamais organiser des élections crédibles. Donc il faut un gouvernement neutre. Je ne dis pas qu'il nous faut mettre dans le gouvernement. Faites attention, ce n'est pas ça que je dis. Loin de là, nous ne voulons même pas être dans
c'est pas ça. Nous voulons un gouvernement neutre, c'est-à-dire des gens qui vont travailler à organiser des élections sans intérêt personnel, sans intérêt partisan. C'est ça qu'on veut. Maintenant, après avoir mis en place un gouvernement neutre, il faut mettre en place les organes de gestion des élections. Il faut mettre en place un organe qui sera chargé d'organiser le référendum. Il faut revoir la Constitution, comme je viens de le dire, les points que j'ai soulevés. Il faut rééquilibrer les choses. On ne peut pas aujourd'hui adopter une telle Constitution. Il faut revoir ça avant d'aller au référendum. Il faut un bureau permanent des élections, ou l'organe permanent des élections qu'ils ont institué à travers la Constitution de 2023. Il faut définir clairement quelles sont les modalités de gestion, de nomination, n'est-ce pas? Il faut que cet organe soit vraiment neutre aussi, équilibré. Ensuite, le fichier électoral, le bureau permanent des élections, les personnes qui vont être là-bas, la CENI. Au-delà encore, il faut aller vers l'administration. Il faut que l'administration soit neutre. Il faut que l'administration soit démilitarisée. Aujourd'hui, on a à la tête de nos provinces des généraux. Pratiquement 90% ou 95%, c'est des généraux. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas aller vers des élections libres, crédibles, transparentes, exemptes de crise post-électorale. Donc, si vraiment les gens veulent nous écouter, il faut qu'on arrive à s'asseoir à nouveau. Ça ne coûte rien, ça ne peut que nous apporter de bonnes choses. Voilà mon dernier mot. Merci.